Kelig, c'est la cellule d'un organisme, comme un humain sur Terre qui est autonome dans sa pensée et ses actes. Et MREN, voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est autonome. Et l'idée, c'est des humains autonomes ou alors des entreprises ou des territoires qui s'autonomisent, qui deviennent souverains. Et pour moi, ça passe beaucoup par l'outillage, parce que dès que tu as un outil, tu envisages un travail. S'il te manque l'outil, on a plus de difficultés à envisager des projets. Donc pour moi, l'outil, c'est la clé de voûte du rapport à notre environnement. Après, la question, c'est le taux de mécanisation qu'on y accorde. Pour pouvoir faire de l'agroécologie, c'est sympa quand même d'être logé. La Mayni, c'est très clairement une superbe option pour des jeunes qui voudraient s'installer sur un projet de maraîchage, de petit élevage, de plantes aromatiques médicinales, peu importe. J'ai toujours eu froid partout où je vivais, et vraiment, quel que soit le nombre d'épaisseurs de pull que je mettais, ça changeait rien. Et vraiment, c'est la première fois de ma vie que je vis dans un endroit où j'ai jamais froid et où le moindre rayon de soleil vient chauffer la paroi l'hiver. Enfin, et après, c'est le plus globalement au niveau du projet, une sorte de sécurité, de lien social où au moindre petit souci, on a plein de gens autour et c'est facile en fait d'aller aussi solliciter les autres en cas de besoin. Il y a un paradoxe dans la manière de raconter des histoires autour de notre lien au monde vivant. Beaucoup d'espèces de chauves-souris ont profité de la manière dont les hommes se sont mis à habiter le monde en colonisant des souterrains qu'on a nous-mêmes creusés et qui leur permettent de passer l'hiver. De même, les maisons paysannes anciennes, pleines d'infractuosité, sont des habitats essentiels pour de nombreuses espèces d'oiseaux qui ont coévolué avec nous. C'est avec ces mots du naturaliste Laurent Tillon que j'introduis cet épisode. Car l'agroécologie et l'habitat devraient toujours être pensés ensemble. Toutes les espèces, y compris nous, ont besoin des bases pour vivre. Un habitat, de la nourriture, de l'activité et du repos. Chaque espèce est conçue pour créer, en vivant, des habitats et de la nourriture pour d'autres espèces. Certains humains ont compris cela et ils créent des habitats confortables pour eux et qui régénèrent la vie. Et si vous vous lanciez, vous aussi, dans ce projet d'habitat léger? Et si on pouvait construire notre maison pour 30 000 €, 20 000 € et même 15 000 €? L'association Hameaux Légers, organisatrice du festival où je réalise le 4e épisode de ce reportage, est née de cette question. Peut-on habiter la terre sans gros apports financiers? Car qu'il s'agisse d'une maison classique, type lotissement, ou qu'il s'agisse des écolieux qui fleurissent un peu partout, ces projets sont souvent réservés à des personnes qui ont pu économiser ou qui ont la capacité de s'endetter pour 20 ans. L'enjeu est donc de pouvoir devenir autonome dans la construction, l'adaptation, la réparation de notre logement. Attention, par autonome, j'entends dans le véritable sens du terme. Être autonome, ce n'est pas faire tout seul. C'est être capable de prendre des décisions par soi-même. Et l'habitat léger offre cette possibilité-là. Être beaucoup, moyennement ou très peu accompagné pour construire un habitat qui nous correspond vraiment, où les choix que l'on a faits correspondent à nos besoins les plus profonds, nos besoins ancestraux de lien au vivant et de confort et de protection. Dans cet épisode, j'aurais bien aimé vous raconter la success story de la construction de mon habitat idéal, mais je ne l'ai pas encore réalisé. Mon intention ici est plutôt de vous partager la philosophie permaculturelle de l'autoconstruction, glanée lors d'échanges avec des professionnels et avec des personnes qui se sont lancées dans un projet, et de vous donner quelques idées d'habitat léger qui pourraient vous convenir. Un rappel important ici, dans les étapes classiques de l'installation, c'est difficile de se lancer dans une construction sans savoir où poser cet habitat. Je vous conseille donc de savoir dans quel écosystème vous allez vous nicher avant de vous lancer dans la construction du nid en question. Ce reportage fait partie de la saison 5 du podcast Agroécologie voyageuse dans la série Habiter la Terre et il est ma contribution d'adhérente à l'association Hameaux Légers. Il a été réalisé grâce au soutien de donateurs et donatrices pendant le financement participatif de cette saison. Et aujourd'hui, je souhaite remercier en particulier Iris, Sylvain, Nicolas,
Charlotte, Augustin, Julie, Cécile, Marie-Christine et Aurélien. Belle écoute. Je vous propose de commencer cet épisode en écoutant Alexandre. Il nous invite à écouter nos sensations, nos pensées, chercher des réponses en nous pour décider de ce que l'on souhaite vraiment. Je lui demande aussi à quelle étape d'un projet d'habitat léger il pourrait vous accompagner avec son entreprise Kellig Emren. C'est parti, si ça te va. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter, donc dire ton prénom et te présenter en tant qu'être humain ? Et quelle est ton activité professionnelle ? Ok. Alexandre Pointé, en tant qu'être humain, je pense que depuis que j'ai 15 ans, je cherche toutes les voies possibles pour m'émanciper, ou du moins trouver des voies, dessiner des voies pour que l'humain s'émancipe par rapport à un système qui, selon mon point de vue, s'écroule. Depuis ce temps-là, je ressens une insécurité à voir que la plupart des problématiques sont gérées par d'autres. Et de voir qu'on a de moins en moins voix au chapitre pour gérer ces problématiques-là. Et donc depuis que j'ai 15 ans, je réfléchis à comment je vais pouvoir trouver le meilleur bras de levier pour agir au sein de cette société en suggérant des propositions, des voies d'émancipation. Et donc mon activité pour ça, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une école d'ingé en mécanique et automatique, une micro-entreprise pour fabriquer des jouets en bois, le développement d'un jeu vidéo ludique pour mettre en valeur les impacts d'une société par rapport à l'environnement. Donc c'est toujours le même fil rouge quelque part, c'est montrer que l'environnement peut être fragile, que si on prélève tout d'un coup dans un monde de ressources finies, on crée des macro-problèmes qui vont soit nous endetter nous, soit au moins endetter les générations futures. Donc le but c'était d'exprimer sans moraliser les conséquences de nos actes, juste de vivre sur Terre, ce que c'est que de générer des déchets via la construction d'une maison, des déplacements, quel impact. Et aujourd'hui, donc depuis 8 ans, j'ai créé Kellig Emren où je produis des blocs pour l'isolation du bâtiment avec des ressources locales, végétales, terre crue, et j'ai encore un petit peu de chaux, la part carbonée du bloc, qui me permet de résoudre des problématiques de séchage. Voilà ce que je fais. Ok. Et qu'est-ce que c'est pour toi habiter la terre de par ton expérience ? Il y a un gros travail, je pense, de réincarnation de tout un tas de problématiques, à commencer par ces sensations. Aujourd'hui, les sensations, elles sont externalisées, c'est-à-dire c'est le thermomètre qui va vous dire que vous devez avoir froid, c'est le calendrier qui va vous dire que vous allez tomber malade, qui va vous dire de mettre un pull, et c'est pareil, c'est le fait de trouver des formations toujours à l'extérieur qui vont vous donner une légitimité pour votre discours, c'est le fait d'avoir un diplôme avec marqué je sais pas quoi dessus qui va vous donner encore cette légitimité. Et donc même dans notre mode de pensée, on n'a plus suffisamment l'habitude de chercher des réponses à l'intérieur de nous-mêmes, alors que je pense que chaque humain est extrêmement riche, chaque être de manière générale, qu'on est architecte de nos propres limites, mais aussi de nos libérations. Et le fait d'en prendre conscience, donc de réincarner ces sensations, c'est déjà une première voie de libération et une première voie de dialogue avec ce vivant. Et donc le moment où on se met à l'écoute de ce vivant, déjà je pense qu'il y a pas mal d'humilité qui arrive parce qu'on se rend compte que la plupart des problèmes que nous on résout d'un point de vue mécanique, d'un point de vue technique, aujourd'hui on parle d'IA, on est tous greffés à un ordinateur parce qu'on a voulu être dans une société tertiaire et ça a été un choix politique d'il y a 30-40 ans, on a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on s'est complètement déraciné de notre environnement et le fait de ne plus avoir la lecture de ce que nous apporte le monde vivant, donc la compréhension de comment un arbre il va construire son tronc pour résister aux sollicitations mécaniques, comment il va répartir ses branches, pourquoi le roseau il résout les mêmes problématiques avec des solutions différentes,
pourquoi l'aile d'oiseau et l'os qu'il y aura dedans et nos os à nous, ils ont compris les mêmes choses, et pourquoi l'ingénieur dans son bureau, il va conclure aussi les mêmes choses quand il va dimensionner une poutre pour un bâtiment. Et ben c'est parce que ces réponses sont présentes dans le vivant. Et le fait de s'en décorréler, on devient prétentieux en tant qu'humain, parce qu'on a oublié que c'est tout cet environnement du vivant qui nous a enseigné les bases avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Et demain, on va se réincarner dans ce vivant, et je pense que ça se passera mieux. Rappelle-moi le nom de ton entreprise. Kellig Emren. Kellig, c'est la cellule d'un organisme, comme un humain sur Terre qui est autonome dans sa pensée et ses actes. Et Emren, voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est autonome. Donc l'idée, c'est en breton. Ok. Et l'idée, c'est des humains autonomes ou alors des entreprises ou des territoires qui s'autonomisent, qui deviennent souverains. Et pour moi, ça passe beaucoup par l'outillage, parce que dès que tu as un outil, tu envisages un travail. S'il te manque l'outil, on a plus de difficultés à envisager des projets. Donc pour moi, l'outil, c'est la clé de voûte du rapport à notre environnement. Après, la question, c'est le taux de mécanisation qu'on y accorde. À quel moment tu interviens, par exemple, dans le projet d'une personne comme moi qui aimerait construire un habitat léger? À quel moment je peux faire appel à toi? Ça peut être pour du partage d'expérience de la vie en tiny house, ce que ça apporte, ça peut être en fournissant des matériaux et puis en accompagnant le lancement du chantier. Okay. Pour la rénovation d'un bâti ancien par exemple, ou la construction d'une maison neuve plutôt saturbois. Et puis ça va être dans le questionnement de ce rapport au vivant, enfin cette appropriation des techniques de fabrication, de construction, pour qu'on redevienne souverain même soi-même de l'architecture de sa maison, de la compréhension du fonctionnement, qui a rien de compliqué en vrai. C'est juste que généralement dans les écoles, on a tendance à privatiser le savoir ou à pas le rendre. C'est pas qu'on manque de vulgarisation, je suis pas sûr que dans notre société on soit si serein à l'idée que les personnes qui reçoivent un enseignement deviennent meilleures que la personne qui dispense cet enseignement. Et tant qu'il n'y aura pas cette gratuité-là, on se mettra des bâtons dans les roues en tant que société. Le jour où on libérera ça, parce qu'on utilisera les bonnes images et qu'on fera des liens entre des sujets qui semblent n'avoir rien à voir, alors qu'en fait il n'y a pas tant de choses à apprendre, il y a surtout beaucoup de liens à faire entre des disciplines qui visiblement se connectent pas, alors que en fonction du bon point de vue, elles disent toutes la même chose. Est-ce que tu veux partager encore quelque chose, peut-être en lien avec ton expérience dans ton village de Tiny ou... Ouais, ce qui est très intéressant, donc ça se passe à Grandchamp, c'est un projet à l'initiative de la mairie. Et je trouve ça très intéressant que le corps administratif propose quelque part une infrastructure d'accueil, une infrastructure d'écolieu si on veut, et qu'ensuite les habitants arrivent dans ce lieu-là. Ça veut dire qu'ils ont résolu tout un tas de problèmes administratifs, et ensuite nous en tant qu'habitants, on s'est rassemblés dans un lieu qui était déjà propice. Donc déjà il y a suffisamment de batailles à faire pour vivre en habitat léger et pour vivre autrement. Même des batailles avec soi-même pour redéfinir nos besoins, redéfinir la manière dont on veut vivre, ce qui est propre à nous et ce qui n'a pas été imposé par la télé ou par d'autres sources. Et donc on arrive dans cette infrastructure qui est quelque part bien pensée. On est rassemblés sous association, on est à une collégiale où on est 5 à faire tampon entre la demande des habitants, donc on va synthétiser les demandes des habitants et on va rendre cette demande, on va transmettre cette demande à la mairie, donc on va faire le lien entre les deux. Ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est qu'il y a un troisième acteur, c'est un bailleur social qui a acheté Tiny et qui les loue. Donc tout ça, ça encourage une mixité. Ça c'est très intéressant parce que ce qu'il faut qu'on évite, c'est la ghettoisation. On peut se sentir bien à être nombreux à penser, avoir les mêmes bases de pensée, mais à la fois
même si on aime bien tous les habitats légers ici, il y a plein de points où on peut être très différent et c'est ces points-là qui sont motifs d'enrichissement. Donc dans le monde entre guillemets normal, il y a aussi plein de gens qui sont pas forcément estampillés ESS, économie sociale et solidaire, pas forcément estampillés éco, machin, mais qui ont des idées formidables à partager. Et donc on a besoin que ces écolieux soient ouverts vers le monde, donc c'est ce qu'on cherche à faire. Et l'autre chose qui est intéressant de vivre dans des petits volumes, c'est que justement t'as pas tout à la maison. Donc le fait de pas avoir tout à la maison, t'as pas le home cinéma, t'as pas le frigo avec 1 mètre cube de bouffe dedans, t'as pas 5 chambres d'amis, eh bien t'es poussé vers l'extérieur. Donc ma bibliothèque c'est la médiathèque du village, voire de plusieurs villages. La salle de fête, c'est le café du coin. On est poussé à l'extérieur en fait. On a besoin d'ateliers. Il y a des entreprises où moi j'ai mon entreprise, j'ai mon atelier dans l'entreprise. Il est pas à l'atelier, il est pas à la maison. Donc on arrive à être poussé vers l'extérieur. Et ça c'est bon pour le rapport au vivant en fait. Dans la facilité on s'enlise et c'est pas des bons stimuli ni pour l'esprit ni pour le corps. Trop bien, merci. Avec plaisir Opaline. Alors que je suis en plein montage de cet épisode, je découvre le financement participatif mis en place par la communauté Esprit Autonome pour terminer l'écriture du livre La Maïni, construire une éco-maison 100% autonome très facilement. C'est Yvan Saint-Jour, passionné de permaculture et d'autoconstruction depuis 30 ans, qui s'est lancé dans l'écriture de cet ouvrage associé à un plan tuto. L'objectif, c'est de vous permettre de construire une mini-maison autonome pour 15 000 €. La cagnotte est en ligne jusqu'à fin décembre, puis vous pourrez toujours précommander le livre jusqu'en mars. Je vous laisse écouter notre échange. Comme j'ai interviewé Yvan en ligne avec un logiciel de podcast que je ne connaissais pas, on m'entend parfois prendre des notes sur le clavier. Désolée pour ça. J'ai 55 ans et je commence à avoir un petit peu de bouteille dans les questions, tout ce qui touche l'écologie, l'autonomie, la non-violence. Et ce pourquoi j'œuvre, c'est l'écologie, l'autonomie, la non-violence. Je suis un grand fan depuis très longtemps d'habitat léger, tout type d'habitat léger. Et c'est ce qui a fait que en 2013, j'ai construit les 2 premières tiny en France. Donc les tiny house, donc que maintenant beaucoup de monde connaît. J'ai construit 4 tiny. Voilà, j'ai vécu pas mal de temps dans différentes du coup. Et puis après je suis passé à autre chose en arrivant là où je vis en Ariège. On a retapé une petite bergerie avec Clémence, mon épouse, et puis nos enfants. Et puis le petit habitat m'appelle et je me suis dit, tiens, après avoir réfléchi à un bout de temps, je me suis dit, mais ça serait génial d'arriver à prendre le meilleur de la tiny et de l'adapter à ce qu'aujourd'hui on traverse en termes de dérèglement climatique. On s'aperçoit que là où c'est le plus difficile à vivre en ce moment, c'est l'été, c'est les périodes caniculaires. Et la tiny est moyennement, voire pas du tout adaptée pour les canicules. Le gros avantage, c'est que comme elle est toute petite, elle peut se rafraîchir assez vite la nuit. Mais quand même, si la nuit ça descend très peu en température, on reste dans un habitat qui est difficile à vivre en période nocturne. Sauf si bien sûr on l'a placé sous des arbres, à côté d'un plan d'eau ou d'une rivière, bien entendu. Alors la Maïni, du coup, on va dire que c'est la suite logique de la tiny. C'est une maison qui n'est pas sur une remorque, qui n'a pas de roue, qui a beaucoup d'inertie, c'est-à-dire qu'elle a des matériaux lourds à l'intérieur qui lui permettent de stocker la chaleur en hiver et de stocker la fraîcheur en été, et qui est conçue avec tout plein de petits trucs techniques pour faire en sorte qu'elle soit très agréable durant les périodes estivales. Alors, c'est de la théorie, puisque la première Maïni, elle vient de terminer et que nous sommes au mois de décembre, donc elle n'a pas vécu de canicule.
et j'ai hâte d'avoir la première canicule pour pouvoir faire un retour d'expérience et apporter des améliorations. Mais pour la concevoir, j'ai quand même fait appel à des amis, des professionnels, thermiciens, charpentiers, spécialistes de la maison passive, y compris juristes, pour qu'elle soit le plus théoriquement adaptée aux canicules. Qui dit adapté aux canicules, entre guillemets, dit aussi adapté à l'hiver, et donc elle consommera très très peu d'énergie pour être chauffée. C'est vrai qu'on a toujours peur du zéro. Le zéro, pour les mauvais élèves comme moi, c'était un peu dur d'avoir un zéro. Mais des fois, zéro, c'est bien. Et par exemple, on a zéro colle. Donc l'idée, c'est d'avoir un habitat sain. Et du coup, déjà, enlever tout ce qui est colle ou zéro formaldéhyde. On va éviter tous les produits qui peuvent dégager des formaldéhydes. Ce qui sous-tend d'ailleurs que vaut mieux ne pas fumer des cigarettes dans une maïni, sinon on va rajouter des formaldéhydes. On a aussi zéro artificialisation des sols, puisque la maïni est construite sur des pilotis. C'est un système expérimental qui a été rendu un petit peu connu en France par un ami qui s'appelle Tom Raven, et puis son équipe Flexagone, qui construisent des maisons en paille et en terre. Et donc ces fondations, ce sont tout simplement des pneus mis à plat, remplis de cailloux, et qui deviennent extrêmement résistants, solides, et sur lesquels on peut poser une structure, sachant que lui, Tom Raven, a testé la pression sur un seul pneu dans un laboratoire spécialisé sur le bâtiment et qui résistait à, de mémoire, 72 tonnes, et que celle qu'il a mis au point, cette technique, qui s'appelle Barbara Jones, elle l'a testé à 100 tonnes. Ça reste des fondations qui sont très alternatives parce que pas du tout réglementaires, mais hyper efficaces. Et si jamais on devait un jour récupérer, on voulait récupérer la terre, il suffirait de soulever la maïni, la mettre sur un camion pour la remettre ailleurs, enlever les pneus et les cailloux, ou laisser les cailloux, et puis on a... Donc en gros, moi ce que je me disais quand je voyais la tiny, c'est déjà... Elle est trop tiny pour moi. Enfin, en écartant les bras, je touche les murs quasiment dans une tiny. Enfin, j'exagère, mais c'est quand même très étroit parce qu'il faut que ça tienne sur une remorque. C'est pas le but de la maïni. Et c'est ça qui change aussi, c'est que je pense que c'est à peu près la même surface habitable. En fait, il y a plein de gens qui vivent en tiny, mais qui la déplacent pas tant que ça. Mais il fallait absolument qu'elle fasse la taille d'une tiny pour être remorquable. Alors que la maïni, elle est moins mobile, mais elle est plus habitable, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Pour avoir vécu donc en tiny, dans différentes tiny, c'est vrai que la largeur, de toute façon, on a une contrainte puisque on peut pas dépasser 2,55 m extérieur. On est très limité. Là, j'ai quand même gardé les proportions de la tiny, mais en rajoutant un peu de largeur à l'intérieur, qui la rend beaucoup plus confortable. Quelqu'un qui aurait vécu en tiny verrait tout de suite que ces 20 cm de plus de largeur, ça fait toute la différence. Et voilà, et je pense que la proportion est est vraiment sympa. Alors, je n'ai pas encore vécu dedans. Elle est quasiment terminée. Il manque une bricole, mais vraiment, on est souvent dedans pour la fin de chantier là. Et souvent, on est plusieurs et y a aucun souci. Pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que c'est la largeur et la hauteur. Elle fait 2,50 m, mais c'est la largeur et la hauteur des wagons de l'Orient Express. J'ai toujours fantasmé sur l'Orient Express. J'ai pas assez d'argent pour me faire un voyage avec, mais à l'intérieur, elle fait à peu près 2,40 m de large pour 6,70 m de long. Ça, c'est pour le module de base. L'idée, derrière tout ça, c'est bien sûr les personnes qui auraient peur de se lancer dans la construction, ils ont qu'à suivre tout simplement ce qui est dit dans le livre et ce qu'il y aura sur le plan. Donc ça, il n'y a aucun problème pour construire, même pour des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec une visseuse ou donc en fait il y a ce module de base, mais après à chacun de l'adapter suivant ses envies, ses contraintes liées au PLU, au plan local d'urbanisme ou aux règlements locaux qu'il y a. La maïni en tant que telle, c'est une façon d'apprendre à construire
le plus efficacement, le plus facilement, tout est maniportable et le moins cher possible, on peut la rallonger, on peut lui donner un peu plus de profondeur si on veut, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce module de base, il est là. Moi, je l'ai conçu pour qu'il puisse aller partout. C'est un module qui, à l'extérieur, fait 19,90 mètres carrés, donc moins de 20 mètres carrés. Donc, il peut passer en déclaration préalable et non pas en permis de construire. Et bien entendu, avec la spécificité de la Maïni, c'est que telle qu'elle est proposée, elle est 100% autonome de tous les réseaux, eau, électricité, chauffage. Et donc les 15 000 euros, le petit défi des 10 000 euros que vous n'avez pas réussi à tenir, c'est déjà génial 15 000 euros parce que accéder à la propriété pour 15 000 euros, évidemment il faut le terrain en plus. Cette somme, c'est quand même un accès à une forme d'autonomie et de liberté qui est très importante. La plus grande des autonomies, c'est celle vis-à-vis des banques. Donc effectivement, comme tu dis, 15 000 euros pour avoir une petite maison autonome, confortable et saine, ça reste un budget pour beaucoup de gens, hein, mais ça reste plus qu'honorable. Pour moi, derrière, il y a aussi l'opportunité, qui sait, que des mairies puissent s'emparer de ce projet et pourraient proposer des logements décents, avec peu de charges ou sans charge, en habitat social, en habitat pour pouvoir accueillir des personnes en difficulté, des réfugiés. L'idée, elle va bien au-delà de la petite maison pour soi, dans le parc. C'est pour ça que je l'ai conçu aussi avec un look qui passe partout. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont envie de se lancer dans l'autoconstruction? Combien de temps il faut qu'ils prévoient pour la construire? Est-ce qu'il faut qu'ils prennent des vacances? Est-ce qu'il faut qu'ils se prennent des week-ends? Tu vois, est-ce que tu as des petits conseils un peu de base pour pas se dire « Oh là là, mais en fait, je vais jamais avoir le temps de la construire. Tu vois, faut que je quitte mon job pour passer 3 mois à faire ma maison. » Est-ce que c'est ça? J'ai pas encore terminé le bilan humain de la Maïni, parce que tout a été calculé, donc le nombre d'heures passées par les personnes qui ont participé à la construction. Ce qu'il y a, c'est que comme celle-là, c'est la première, donc c'est un prototype, donc il y a eu un peu plus de temps passé, parce que, non, finalement, tiens, il faudrait qu'on rehausse un peu ça, ou qu'on rallonge ce truc, ou etc. Moi, ce que je conseillerais, c'est si une personne, un couple, une personne seule, peu importe, si les personnes ont vraiment peur de la construction, parce que l'autoconstruction, c'est quand même une aventure humaine, peut-être que le mieux, c'est de se faire assister par un professionnel qui serait d'accord, donc, pour venir, sachant que, dans le livre, l'idée, c'est de donner tout le temps qui a été passé par toutes les personnes qui sont venues sur le chantier, et, du coup, si c'était fait par un professionnel, ça prendrait tant de temps. Donc déjà, on n'aurait pas de surprise au niveau du devis. La partie un tout petit peu technique, qui est la construction des murs et l'élévation du toit, cette partie-là peut être prise en charge uniquement par un artisan pendant 2 jours ou 3 jours, et puis ensuite, les personnes pourraient, elles, faire l'isolation, le bardage, la pose du fer-nacelle à l'intérieur, etc. Il y a plein de cas de figure. Moi, l'autoconstruction, pour moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis plus de 30 ans. Je trouve ça extraordinaire. Et pour avoir été aussi fondateur et rédacteur en chef de la Maison écologique du magazine de référence pendant 10 ans, j'ai rencontré un tas d'autoconstructeurs et d'autoconstructrices pour qui ça a été douloureux de partir très souvent sur un gros projet. Ça met à l'épreuve un couple, une personne. Donc ça, il faut le prendre en considération. Faut pas partir tranquillement en chantant et en pensant que tout va très bien se passer. Il y a toujours des petits soucis en cours de chemin. Par contre, l'avantage, c'est qu'avec 20 mètres carrés, les soucis, ils sont de 20 mètres carrés à la place de 150 mètres carrés. Donc on reste dans des petits soucis. Si je devais avoir un conseil, c'est soit les personnes se sentent compétentes et à l'ego, ça va être une super expérience et ça va prendre. Pour des personnes qui sont pas super à l'aise, on va dire que en 1 mois et demi, la maison doit être terminée et habitable. Okay. Voilà. Ça en fioriture. Soit les personnes sont motivées, elles prennent quelques semaines et la maison est construite. Soit les personnes sont vraiment pas à l'aise
et elles appellent un professionnel sur la partie technique. Soit les personnes ont un peu plus de budget et elles payent un professionnel pour la construire, sachant qu'elles auront exactement le temps que ce professionnel doit passer. Et pour terminer, Yvan, donc ce podcast s'appelle Agroécologie voyageuse. Quel lien tu fais entre la Mayni et l'agroécologie ? Pour moi, c'est la même chose. Pour pouvoir faire de l'agroécologie, c'est sympa quand même d'être logé. La Mayni, c'est très clairement une superbe option pour des jeunes qui voudraient s'installer sur un projet de maraîchage, de petit élevage, de plantes aromatiques médicinales, peu importe. C'est vraiment une super opportunité. On va pas se prendre la tête avec un gros projet de construction, etc. Il y a le fait que ça puisse passer en déclaration préalable, donc quelques papiers d'urbanisme un peu allégés. Je pense que c'est une chance pour des communes qui voudraient installer des jeunes pour participer à ce que maintenant on appelle la résilience alimentaire, qui est juste le bon sens le plus incroyable qui soit. Et donc c'est une chance pour les communes de prendre un petit terrain, quitte à installer 2 ou 3 Mayni sur ce terrain en faisant un petit permis d'aménager, faut pas chercher à midi à 14h, et puis d'installer des jeunes qui vont participer à la vie de la commune, et donc si on parle d'agroécologie, qui vont pouvoir être arboriculteurs, éleveurs. Le projet initial, c'est donc un livre avec un plan tuto de construction. C'est-à-dire que ce plan-là, il peut être amené sur le chantier, et sur le plan, il y a toutes les infos qu'il faut pour le chantier. Et dans le bouquin, on retrouve les mêmes infos, plus tout un tas d'autres infos qui expliquent pourquoi tel choix de matériaux, tel équipement, etc. Le projet a déjà très bien fonctionné sur la plateforme de financement participatif Ulule, où il y a plus de 1600 personnes qui ont commandé le bouquin déjà, et tout va se continuer directement sur le site d'Esprit Autonome. Si vous ne connaissez pas encore Twiza, il est temps d'aller jeter un œil sur leur site. Twiza met en relation des porteurs de projets d'habitat, des professionnels de l'autoconstruction, des fournisseurs de matériel, des centres de formation. Et le réseau propose de découvrir l'éco-construction, d'apprendre sur des chantiers participatifs, de trouver des professionnels pour nous accompagner, pour au final construire et rénover de manière écologique. Plus de 4000 chantiers ont été réalisés et 270 professionnels sont répertoriés sur le réseau. Après avoir découvert le concept de dôme géodésique à l'éco-centre de Hameaux-Léger, j'ai discuté avec Gouroun, qui est constructeur de paillourtes et de dômes. Il accompagne des porteurs de projets. Le dôme géodésique m'appelait par sa forme ronde. Maxime Crépeau, auteur du livre « Auto-construire son dôme géodésique », explique que le dôme permet d'avoir un espace de vie confortable de 30 mètres carrés pour un coût entre 10 000 € et 15 000 € sans appel à une main-d'œuvre rémunérée extérieure. Gouroun m'a mis en lien, via Twiza, avec un couple qui l'a accompagné à construire un dôme géodésique et proposé un chantier pour en construire un deuxième. Je n'ai pas pris le temps de me rendre à un chantier, car finalement, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ma priorité, c'était déjà de trouver un terrain. Il existe évidemment de nombreux autres modèles d'habitat. La maison pétale, par exemple, est construite comme une fleur modulable. Il y a un cœur qui constitue l'espace de vie principal et des pétales qui peuvent être des chambres, bureaux, salles de jeu. Par exemple, si la famille s'agrandit, on peut ajouter des pétales. Et si le nombre de personnes vivant dans la maison diminue, on peut démonter un pétale. À l'éco-centre de Hameaux-Léger, on peut voir niché dans la végétation du Jardin des Saules, que vous avez pu découvrir dans l'épisode 150, un dôme géodésique, une tiny house, une maison pétale, mais aussi une yourte, une maison nomade, l'Empire State Cabin, une maison sur 2 étages qui permet de limiter l'emprise au sol, ou encore une maison en A. Et puis, non loin de là, il y a le hameau du Placy, premier habitat léger créé en 2021. On en parle aussi dans les précédents épisodes.
Nolwenn est l'une des habitantes et elle nous fait visiter pendant le festival la maison qu'elle a auto-construite pour un peu plus de 12 000 € et 47 jours de chantier. Nolwenn nous conseille de faire le point sur nos points forts, nos compétences et aussi nos points faibles, ce qu'on ne sait pas faire et ce qu'on souhaite apprendre. Vous n'organiserez sûrement pas votre chantier comme Nolwenn, car vous n'êtes pas la même personne. L'idée n'est pas de vous partager tous les détails techniques de la construction, mais plutôt d'où part Nolwenn, sa posture pendant le chantier, les difficultés et les moments joyeux du chantier, et bien sûr les apprentissages de ces 47 jours de chantier. Elle partage aussi quelques anecdotes croustillantes sur l'empouvoirment que cela crée d'auto-construire en tant que femme, notamment face à des comportements sexistes. Voici quelques extraits de son témoignage. Si vous souhaitez la totalité de l'enregistrement et même sa présentation, faites-moi signe, car elle m'a dit qu'elle était tout à fait d'accord de vous envoyer de la documentation et de répondre à vos questions. Du coup, on va parler d'elle. Peut-être que vous l'avez aperçue au Placy, peut-être qu'on fera un petit tour à la fin de la conférence si vous êtes encore un peu disponible. Du coup, la maison elle est construite ici, elle a été construite en 2022. C'est une petite maison ossature-bois du coup, elle fait 18 mètres carrés habitable. Elle est réversible, nous on est sur un modèle avec un bail amphithéotique, donc l'idée c'est que dans 80 ans elle puisse être enlevée si jamais ça s'arrête. Elle est conçue pour être démontable, elle pourrait l'être et remontable derrière, c'est ça qui est important. Mais c'est pas du jour au lendemain quoi, l'idée c'est plutôt un chantier, si ça se fait, ça serait plutôt un chantier de une grosse semaine de démontage. Voilà, il y a eu 47 jours de chantier, moi j'ai fait principalement seule parce que j'avais vraiment envie de m'y coller. Et je me disais s'il y a quelqu'un qui est plus compétent que moi, je vais pas oser, et si c'est quelqu'un qui est moins compétent que moi, je vais être dans une posture où je vais vouloir tout maîtriser ou tout surveiller et ça me faisait un peu peur. Donc j'ai principalement fait seule avec quelques toutes petites étapes en chantier participatif. Et le budget, vous verrez. Ça a été vachement important pour moi de bien me connaître sur ce chantier et de vraiment faire en fonction de moi, de mes compétences, aussi des lacunes, de mes difficultés, de mes peurs. Oui, et donc du coup, on me demande souvent un peu mon parcours. Moi, j'ai fait des études en design, mais aux Beaux-Arts. Je pense que j'ai bien appris à rêver et à conceptualiser des projets. J'ai très mal appris à les rendre faisables. Donc voilà, très bien pour rêver et être ingénieux ou quoi, mais très mal pour apprendre techniquement. Et du coup, ensuite, j'ai bossé dans une asso qui s'appelle Entropie, qui est à Grenoble. J'étais chargée de développement communication, mais c'est une asso qui fait de l'accompagnement à l'autoconstruction d'objets en bois. Donc tout type d'objets, du mobilier intérieur, extérieur, des low-tech, et qui partage toutes ces notices sous licence libre sur Internet. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le site. Et du coup, là, j'ai appris à concevoir, à modéliser en 3D, parce que ça m'intéressait. On était deux dans l'asso, donc on était un peu des couteaux suisses. Mon collègue, en gros, me griffonnait un peu ce qu'il imaginait techniquement. Puis moi, j'aurais dessiné mieux pour qu'on soit sûr de bien se comprendre. Puis je modélisais. Donc là, je pense que j'ai appris à modéliser, à concevoir en prenant en compte la construction. Ah bah tiens, là, si je veux que ça s'imbrique, il faudrait prévoir une marge. Ou tous ces trucs-là que je pense que j'avais pas du tout à la base. Et ça a été très pratique. Et du coup, voilà, d'être dans une sorte de méthode de conception. D'abord concevoir, puis ensuite construire. C'était vraiment comme ça qu'on fonctionnait dans la suite. Et donc ça m'a été très utile. Les outils. C'était une catastrophe. Genre quelques semaines avant le chantier, je devais juste utiliser une scie sauteuse. Et j'étais tellement pétrifiée à l'idée de l'utiliser que j'ai demandé à un pote de le faire à ma place. Enfin, j'avais vraiment un gros blocage avec les outils, l'impression qu'ils étaient trop gros, trop lourds, qu'ils étaient trop puissants. Enfin, je dis ça pour celles souvent, qui ont un peu ces blocages-là. Il y a vraiment un truc, je trouve, de légitimité. Et que moi j'ai vraiment réussi à dépasser en faisant à ma façon et toute seule, quoi. Sans le regard des autres. Et par contre, j'ai vachement fait avec mes forces. Je suis très bonne en anticipation, organisation, j'ai pas mal de rigueur. J'adore apprendre et apprendre seule avec des tutos, pas de problème. Moi, si on me montre, je retiens pas parce que je suis trop focus sur oh mon dieu, il faut que j'apprenne. Alors que sur un tuto, j'y arrive vachement bien. Donc j'ai très peu fait de chantier participatif ou de choses comme ça. Donc j'ai plus une manière d'apprendre qui est assez théorique. Voilà un peu avec quoi je partais. Enfin, l'idée c'était la plus petite maison possible pour répondre à mes besoins. Il y avait un peu cette recherche du minimum. Et du coup, je suis vraiment partie de la conception de l'aménagement intérieur et ensuite j'ai fait la conception plus globale, plus technique de la maison. Ça, c'était un petit exercice d'écriture que j'avais trouvé très chouette quand c'était donné à faire avec le collectif au tout début du projet. Et la consigne, c'était un peu rêver sa maison, quoi. Se faire une descriptive de sa journée type ou de sa semaine type dans la maison.
mais sans être dans des choses trop précises ou trop techniques, de vraiment se concentrer sur les ambiances, les sensations, les émotions. Et c'est assez agréable de faire ça parce qu'on peut s'y référer après quand on rentre dans des problématiques plus techniques et de faisabilité, de un peu se reconnecter aux rêves et donc voilà, je sais pas si ça vous inspirera, mais moi j'avais trouvé ça très cool pour un peu se lancer dans la conception. Après, beaucoup plus concret, j'ai vu une sorte de tableau, alors en vrai on fait un peu sous n'importe quelle forme, mais voilà, l'idée c'était d'identifier un peu mes usages, dans quel type d'espace j'avais envie de les mettre, dans quel genre quelle surface il y avait besoin. Moi j'avais un budget de, je me disais à peu près 25 000 €, mais moins ce serait mieux, donc faire un peu au plus petit quoi. Et là c'est pareil, un peu l'idée c'est d'être, pour moi c'était d'être pas trop précise. Genre je veux un lit distinct du reste de la pièce, c'est pas je veux un lit en mezzanine, en demi-niveau avec des rangements dessous. J'ai l'impression que pour moi dans cette phase c'était important de rester très ouvert. Quand on travaille avec un architecte ou un designer, c'est son rôle d'aller questionner un peu les besoins et souvent d'aller retrouver le besoin derrière la solution technique que nous on envisage. On dira attends, j'ai besoin de rideaux. En fait le rideau c'est pas un besoin. On peut avoir besoin d'intimité, besoin de moduler la lumière, besoin de quelque chose qui va, je sais pas, habiller un peu le mur. Et ça permet de rester vachement ouvert parce que quand on dit j'ai besoin de rideaux, il faut des rideaux. Quand on dit j'ai besoin d'intimité, il y a plein d'autres façons de créer de l'intimité, de mettre des claustrades, d'avoir des fenêtres en hauteur. Et du coup, quand on auto-construit, j'ai l'impression qu'il faut un peu avoir ces deux rôles dans sa tête. Et c'est pas toujours simple, mais... Je voulais pas une mezzanine en hauteur, parce que j'aime pas monter une échelle pour aller me coucher, ou pour descendre faire pipi la nuit. Et du coup, ça aurait été soit faire un étage, mais pareil, ça, en termes de budget et en termes de chantier, c'est pas pareil, et je me sentais pas forcément capable de le dimensionner. Et en outillage Pas grand chose en fait. Une scie pendulaire là, une scie radiale pendulaire, une scie circulaire, petite portative, et une visseuse, une bonne visseuse. Et tu l'as fait ici, tu l'as construite ici? Ouais. Okay. Ouais. Mais en soi, et après j'avais sous la main d'autres outils qui m'ont été utiles, mais non, j'aurais carrément pu me passer. Mais pour moi, ces trois-là, ils étaient un peu indispensables, notamment sur le débit de bois. Et c'était pas des outils communs C'était des outils prêtés par Almoléger, parce qu'on avait beaucoup de chance. Ah ouais. Vu qu'on ouvre nos portes. Il vaut mieux avoir des bons outils et ce truc où c'est fluide et confortable, plutôt que de se casser la tête avec des outils qui vont moyennement bien. Voilà, l'isolant c'est de la filasse de chanvre. Moi j'ai adoré travailler ce matériau-là. Certains ont fait des grosses allergies quand on l'a fait ici ensuite sur le bâtiment commun. Mais trop pratique, c'est livré en gros ballot compacté, on le décompacte à la main et on le déverse et on le recompacte plus ou moins dans les petits caissons. Et c'est plutôt un bon isolant et c'est surtout anti-rongeur. Moi je me suis dit on fabrique des cordes de bateau avec, parce que ça doit quand même, en termes d'humidité, si jamais il y avait une inondation ou quoi, ça doit quand même pouvoir supporter un peu d'humidité. Cédric me disait ça supporte très bien l'humidité du moment que c'est pas enfermé dans un sac plastique. Quand j'ai eu la taille des plaques, je me suis rendu compte qu'une plaque plus une demi-plaque exactement, c'était quasiment la largeur de la maison, donc j'ai modifié un peu la largeur de la maison. Voilà, ensuite les murs, c'est des pans de murs qui sont désolidarisés les uns des autres au départ, il y en a 14. Du coup c'était très facile à manipuler à 4, à soulever. Voilà. Je pense que j'aurais même pu être un peu plus grand pour qu'il y en ait moins. Et moi j'ai choisi de préassembler du coup tout l'extérieur. Donc sur mon petit pan de mur, j'avais le pare-pluie, pour faire l'étanchéité à la pluie et au vent, les lithos qui soutiennent le bardage, et ensuite le bardage. Et donc ça c'était fixé avant le montage. Ce qui était assez pratique parce que du coup quand on a monté la maison, en 3 jours la maison était hors d'eau. Et donc en fait sur le chantier c'est hyper stressant quand t'as de l'isolant et qu'il y a de la pluie et que machin. Et c'était très confortable parce que je construisais les pans de mur, je les mettais de côté, ils craignaient rien, même pas la pluie. Et puis quand on a monté la maison, j'ai mis ensuite l'isolant plus tard et ça m'a permis d'assembler comme une ossature classique par l'intérieur mes pans de mur. Il y avait vraiment une stratégie vu que ça va me stresser à chaque fois que je dois utiliser un nouvel outil, autant faire le plus possible de choses en même temps à l'avance et pas avoir ce micro-stress à chaque fois. Ouais. Là, du coup, c'est l'assemblage. Donc là, on était 5 personnes sur une journée, on a levé tous les murs. Ça doit être tellement gratifiant ouais, à ce moment-là. Cool, ouais. Mais ouais, trop agréable. Là, par contre, ce qui n'était pas drôle, c'est que le soir, il y avait des pluies torrentielles et une dalle sur un rectangle, une bâche sur un rectangle, ça marche pas très bien. Donc en fait, elle avait beau être tendue, elle s'est remplie d'eau, la bâche. Je me suis retrouvée avec une baignoire d'eau et je suis partie pour aller chercher de l'aide et là j'ai entendu
Et j'ai vraiment vu l'eau sortir de sous les murs de la maison. J'étais là, ok. Et à partir de là, je dirais qu'il y a eu un stress que j'avais pas du tout avant. Ouais, tu te souviens ? La soirée raclette, on l'a renommée parce qu'on était tous dans le noir à racletter la maison. Là, t'es content d'être sur un collectif avec des gens autour de toi et tout. Ça, c'est vraiment, cette photo, c'est vraiment un souvenir de... Tu sais, t'es dans un tunnel de construction et d'un coup, je m'assois. Je me souviens, j'étais assise dans la maison et d'un coup, de réaliser, oh waouh, je l'ai fait, enfin ça y est, j'ai une maison quoi, elle n'est pas finie, mais... Et d'avoir ce moment un peu de savoureux de... Oh, ça fait du bien quoi, enfin... Ok, en fait, le plus dur est derrière. En fait, c'est pas vraiment vrai, mais... Après, ouais, j'ai quand même mis une photo de la maison finie pour qu'on se rappelle qu'en fait, à la fin, ce sera beau. Parce que, franchement, là, c'est très moche. Et j'étais un peu désespérée. Je sais pas comment j'ai posé le pare-pluie toute seule, mais je me souviens qu'il y avait vraiment du vent. Enfin, à partir de là, il faut être sur une échelle et c'est un peu la galère. Enfin, vraiment, c'est pas du tout le même chantier d'être au sol tranquille avec pas de risque d'humidité ou quoi, et d'être sur une échelle avec les trucs qui claquent au vent, des trucs... Et là, à partir de là, c'est la dèche. Parce que là, il faut construire ce bâtiment-là. Et que je coordonne le chantier avec Thomas, et que c'est du temps plein, et que c'est énorme, et que en fait ma maison elle est pas finie, je dors sur un matelas par terre, j'ai ce putain de frein à vapeur avec écrit un télo partout au plafond, et les télo me sort par les yeux, et j'ai pas le temps, les week-ends, et pas l'énergie pour m'y remettre, et du coup là le chantier se dilue, parce que du coup les finitions prennent une blinde de temps, parce que bah, c'est difficile d'être pleinement à ça avec l'autre chantier. Donc là c'est l'autre chantier, ambiance bâche, hein. C'est vraiment l'hiver. Dans mon souvenir, c'est des bâches qui claquent et le stress de bâches qui s'envolent, d'humidité qui rentre. Enfin, cette espèce de charge émotionnelle, moi, j'avais pas tellement anticipé. Et j'ai mis beaucoup de temps à réussir à tendre suffisamment la bâche pour pas qu'elle se renvole, parce que du coup, j'avais pas eu le temps de poser le bac acier avant. C'est même, mais faites pas ça, franchement. Mais ouais, voilà, ambiance bâche qui claque. Et vraiment, là, je pense que j'étais à moitié en burn. J'ai pas du tout eu de pause entre mon chantier et le chantier du bâtiment commun. On avait des bénévoles, c'était trop cool, mais genre j'étais épuisée de tout. Enfin, je me souviens du nom de personne, tellement j'étais fatiguée. Les gens ils arrivaient, j'étais là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Pour le coup, on n'avait pas du tout anticipé, donc c'était méga stressant pour moi de coordonner un chantier sur une technique bois paille que je connaissais moins et sans avoir anticipé tous les détails avant. Et après, pose de la toiture, là j'étais très contente d'avoir rencontré Eloane, mon amoureux, qui a le vertige. Donc c'était pas l'homme idéal, mais il était quand même vraiment là. Et vraiment, on venait de se rencontrer et j'étais à califourchon sur la toiture, en train de dire des gros mots avec vraiment de la morve qui coulait de mon nez. Enfin, il est resté. Mais franchement, je me suis vraiment dit à un moment, c'est pas possible. Là, je lui fais faire sa pire angoisse d'être sur une échelle, à porter des plaques et tout. Et je me jure comme un charretier, parce que ça fait mal, j'avais des jambes pleines de bleu. Il faisait une formation sur le terrain, et puis il me voit faire, il fait « Ah, tu veux le redresser? Mais attends, je te le fais. » Et vraiment, il m'enlève l'outil de la visseuse des mains, il prend le truc, il visse. Et bah voilà, tu vois, j'étais là, bah en fait, il est voilé dans 3 sens différents là, donc c'est cool, tu m'as résolu un truc, mais du coup maintenant t'as mis la vis qu'il fallait pas mettre, parce que bah, maintenant je vais retomber dans le trou, donc naturellement. Et ce truc de me dire, mais à quel moment un mec viendrait prendre de la main d'un autre mec sur un chantier l'outil pour faire à sa place? Et il y a eu 2-3 moments comme ça où je me suis dit, oh wow, c'est ouf. Et le fait de faire toute seule, j'ai développé une sorte de je sais pas, de rage, mais en fait je suis capable, et en tant que gonzesse je suis capable et je vais y arriver. Et pareil, une autre fois, c'était Robin qui vient, qui prend une vis et qui fait « Ah ouais, tu savais que ces vis c'est vachement bien parce que machin, le filetage il est comme ci comme ça et du coup ça permet... » Et pendant 5 minutes il m'explique pourquoi j'ai choisi la vis que j'ai choisie. Ça te vient pas à l'idée que, en fait, si je l'ai choisi, c'est parce que je me suis renseignée et que je connais ça et tu me fais une leçon, je t'ai rien demandé. Enfin, et du coup je pense qu'il y a un truc de... Enfin ça nourrit un truc de sentiment d'illégitimité aussi quand on est face à des personnes, pas forcément que des gars, mais et qui nous renvoient qu'on n'est pas censé savoir, ou qu'on ne fait pas comme il faut. Et pour moi, ça a été énormément émancipateur de faire toute seule, de faire à ma manière, de développer mes techniques, de me prouver que j'étais capable. Et ouais, en fait, c'est un truc... Moi, ce chantier, ça a été genre péter un plafond de verre au-dessus de ma tête et me dire, mais en fait, je peux le faire et on peut le faire en tant que gonzesse aussi. J'ai participé à une table ronde à laquelle 5 professionnels qui accompagnent les projets d'autoconstruction étaient présents. Certains d'entre eux et d'entre elles se nomment avec beaucoup de joie la tribu du BTP pour bois, terre, paille. Voici les enseignements clés que j'ai appris à cette table ronde. Les pros
selon leur casquette métier-mission, accompagnent le choix des matériaux, les étapes, le design du projet en fonction des besoins, et aussi comment bien l'organiser et vivre un chantier. Un pro, ça sert à interroger le projet initial et le réajuster. L'expérience du pro, c'est de dire par exemple, vous avez un projet très complexe alors que vous avez des enfants en bas âge et un boulot à plein temps. Il faudrait peut-être le redimensionner. Laure, qui témoignait à la table ronde, raconte cette anecdote du mec qui lui montre très fier de lui son isolation. Et à l'époque, elle n'osait pas lui dire que ça va se casser la gueule. Les pros conseillent d'échanger avec des autoconstructeurs avant de se lancer dans la construction. Et je terminerai par quelques phrases pépites de cette table ronde. Par exemple, les mots de Gouroun, qui attirent notre attention sur l'usage du mot alternatif, qui laisse penser que lorsqu'on construit, vit, se nourrit, se soigne, éduque, bref, que l'on vit simplement, on fait quelque chose de très spécial. Alors qu'en fait, ça devrait être la norme et la base. Et puis il y a un autre professionnel dont je n'ai plus le nom, qui partage sa joie de voir les clients grandir, grandir, grandir. En fait, voir les personnes qui l'accompagnent grandir est aussi passionnant pour lui que de voir la maison se construire. Alors un argument qui peut-être finira de convaincre certains, les émissions de carbone. Une étude menée par le CEREMA a calculé que l'Empire State Cabin, le fameux prototype de maison sur 2 étages, émet 10 fois moins de carbone pour sa construction que la maison Seuil 2031, c'est-à-dire la maison qui correspond aux objectifs énergétiques 2031. D'une manière générale, la consommation d'énergie des habitants en habitat léger est 45% plus faible que dans un logement classique. Dans cette même étude, on découvre que pour loger 12 personnes sur 50 ans, la solution hameau léger, avec 1 à 2 personnes dans 7 habitats légers en tout, permet d'émettre 2 fois moins de gaz à effet de serre que 3 maisons respectant la réglementation énergétique 2022 et abritant 4 personnes. Pour terminer, je vous propose d'écouter à nouveau Nolwenn, que j'interroge après la visite de sa maison, sur ce que vivre dans cette maison a changé pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, habiter la terre ? Habiter la terre, je pense à mon jardin. Et du coup, je pense à côté, à l'éco-centre de Hameau Léger et aux personnes qui ont auto-construit leur maison avec cette dimension de penser l'habitat dans son environnement proche et moins proche. Ils avaient conçu la maison et plus le jardin était près de la maison, plus il était humanisé, enfin aménagé et tout, et plus il était loin, plus il était laissé un peu plus en friche. Et ça, comme ça, là, ça m'évoque un peu ça. Et est-ce que le fait d'habiter ici, dans cette petite maison que tu as construite toi-même, dans cet environnement-là, ça a changé ton rapport au vivant ? Je me sens beaucoup plus dedans. Enfin, je me passionne pour les oiseaux depuis quelques temps. Je pense qu'avant, en ville, jamais ça m'avait intéressé. Là, je passe mon temps à regarder mon bouquin d'ornithologie pour essayer de les reconnaître. Pareil, d'être hyper au contact des plantes. Je fais le tour du jardin 2 fois par jour pour voir ce qui a poussé. Enfin, ce truc-là d'une beaucoup plus fine attention aux micro-changements de saison. Et ouais, je pense que c'est très présent. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment partie de ce que j'aime dans le fait de vivre ici. C'est le petit extérieur, c'est vraiment une extension de la maison et un endroit de contemplation et de joie, de petites choses au quotidien. J'avais envie de vous remercier en tant que collectif sur ce hameau du Placy parce que vous avez empêché la construction d'un lotissement et la destruction de nombreux arbres et vous avez aussi replanté. Est-ce que tu as l'impression que la biodiversité a un petit peu évolué depuis votre arrivée, que vos interactions avec elle aussi ont évolué ? Ouais, c'est marrant, quand je repense au terrain, quand on l'avait visité, c'était très haut et très luxuriant, et vraiment des orties, des berces super hautes, et ce truc où quand on voulait circuler pour essayer de tracer les emplacements, on se piquait partout. Enfin, donc je pense qu'on a un peu poussé cette végétation-là hors de nos jardins. On a eu des grands débats avec le collectif sur faut-il abattre la haie de Thuya,
qui est à l'ouest du terrain, enfin toutes ces questions-là. On a pris ces décisions-là d'enlever les tuyas, d'enlever les lauriers palmes qui avaient été plantés un peu en haies mono-espèces. Et donc on a replanté une haie bocagère sur tout le pourtour du terrain. Je crois qu'on a 80 spécimens et avec plein d'espèces différentes et notamment pas mal de fruitiers. Voilà, on a essayé de garder les grandes rangées de chênes, d'abattre le moins d'arbres possible. Et si on l'a fait, c'est soit parce que c'était des arbres qui poussaient mal, parce qu'ils avaient trop d'ombre, soit que vraiment ils étaient gênants par rapport à des maisons. Mais on a vraiment fait le minimum possible. Et oui, après on a replanté plein de choses. Et est-ce que vous avez un potager commun ou un jardin-forêt ou des choses, vous cultivez des choses aussi Quelque part, c'est un peu cette haie bocagère qui va être notre potager commun, notre verger commun en tout cas. On a un micro-endroit de potager commun, mais je pense qu'en fait, on était tellement pris par d'autres chantiers que ça n'a pas été une priorité ces dernières années. Et par ailleurs, sur la commune, il y a un potager partagé. Et donc, c'est notamment Clément là, du collectif qui a relancé la dynamique sur cet endroit-là. Et donc, quelque part, le potager commun, il est commun au-delà de notre terrain à la commune, à faire avec d'autres gens de la commune. Et après, nous, on s'est fait triper avec un petit potager ici sur notre emplacement. Et je pense que chacun a ses petits fruitiers ou ses petits... voilà, mais on n'a pas forcément de projet de réflexion sur un projet nourricier ici à l'échelle du terrain, qui est quand même pas si grand que ça et qui est quand même assez dense en termes d'habitation. C'est la densité d'un lotissement finalement, avec tous les arbres en plus. Est-ce que tu te sens plus en sécurité dans cette maison, par rapport à un appart, un truc bétonné Comment t'as ton lien à la sécurité vis-à-vis de l'extérieur a changé Je pense qu'il y a eu la phase chantier où je me suis sentie très insécurisée parce que du coup, peur pour la maison, peur d'avoir mal conçu des choses, la pluie, le vent, enfin tout était un peu une première fois qu'il fallait surmonter. Aujourd'hui, c'est assez différent et moi, je trouve une sécurité thermique dans la maison. Enfin, je sais pas si ce terme existe, mais j'ai toujours eu froid partout où je vivais et vraiment, quel que soit le nombre d'épaisseurs de pull que je mettais, ça changeait rien. Et vraiment, c'est la première fois de ma vie que je vis dans un endroit où j'ai jamais froid et où le moindre rayon de soleil vient chauffer la paroi l'hiver. Enfin, donc ça m'amène vraiment à un truc d'énorme confort. Et après, c'est globalement au niveau du projet, une sorte de sécurité de lien social où au moindre petit souci, on a plein de gens autour et c'est facile en fait d'aller aussi solliciter les autres en cas de besoin. Donc, et le fait d'entendre le vent, la pluie... Ouais. Moi j'aime bien. Ouais, t'aimes bien. Ouais, moi j'aime plutôt bien. On l'entend pas tant que ça. Enfin, la pluie, il faut vraiment une pluie battante pour que on l'entende. Donc c'est juste ce qu'il faut pour avoir conscience qu'il pleut, mais sans. On entend les oiseaux. C'est trop bien. Franchement, je préfère entendre beaucoup la pluie et beaucoup les oiseaux qu'aucun des deux. Parce que souvent c'est aucun des deux sinon. Et le vent, non, ça va. Maintenant que la maison a enduré ses premières tempêtes, j'ai plus peur et c'est plutôt on est bien chez nous. Mais on est beaucoup plus proche des éléments, ça c'est sûr qu'on a plus conscience de ce qui se passe dehors. Entre les mots, vous ressentirez peut-être que finalement, pour être bien ancré dans son territoire, habiter dans un logement sans fondation, c'est mieux. Et c'est moins cher. Voilà, cet épisode est terminé. Vous trouverez des ressources pour compléter cette écoute dans les notes de l'épisode. Dans le prochain et dernier épisode, on découvrira le fonctionnement et les ambitions de Hameau Léger. Je vous propose maintenant de respirer quelques secondes ensemble afin d'intégrer les informations clés avec lesquelles vous souhaitez repartir et ainsi de continuer à être inspiré. On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Alors, comment vous sentez-vous ? Quels apprentissages sont en train de germer suite à l'écoute de ce reportage ? S'il vous a plu,
Je serai très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi m'écrire sur opaline@agroécologievoyageuse.com. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes qui pourraient se nourrir de cette écoute. Vous pouvez aussi vous abonner au Mycélien et recevoir chaque mois les derniers épisodes et des ressources pour nourrir votre agroécologie intérieure. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt. Et surtout, pensez à mettre les mains dans la terre. Elle en a grand besoin et ça vous fera vraiment du bien.